RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière et avec notre invité Benjamin Griveaux, donc porte-parole d'Emmanuel Macron. On va parler dans quelques instants du programme économique, mais c'est surtout jeudi, cette semaine, jeudi matin, qu'Emmanuel Macron va donner l'ensemble de son programme, dans le fond, de savoir qu'est-ce qu'il pense des sujets régaliens, qu'est-ce qu'il pense de l'éducation, voilà, ce qui manquait un petit peu et qui arrive petit à petit, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'il fait vivre ce qu'on appelle le storytelling en politique. Alors, sur le programme économique, ce que je disais tout à l'heure, c'est la gauche va lui reprocher d'être à droite et la droite va lui reprocher d'être à gauche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur la vision d'ensemble de ce programme que va annoncer? Je sais que vous avez un embargo, que vous ne pouvez pas en parler, mais essayez de nous donner quelques lignes de force de ce programme. La ligne de force, elle se résume assez simplement dans un équilibre entre deux termes très simples. Libérer d'un côté et protéger de l'autre. C'est par la conjugaison de ces deux principes-là qu'on arrivera à réconcilier le pays, la France périphérique qui se sent exclue de la mondialisation et qui vit la crise de plein fouet, et la France des métropoles qui, elle, est plus à l'aise dans la mondialisation, même si elle a malgré tout des besoins de se préparer à cela. C'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité, finalement. Le concept n'est pas si nouveau. C'est un concept très nouveau. Vous avez travaillé avec Dominique Strauss-Kahn, d'ailleurs, à une époque. Parfaitement. Ouais. C'est un concept qui est assez nouveau en France, parce qu'on en a beaucoup parlé, il n'a jamais été mis en œuvre. À savoir que quand vous mettez une liberté supplémentaire, par exemple sur la question du travail, si vous ne faites que de l'insécurisation en plaçant la liberté au cœur du projet, sans mettre de protection en face, vous n'incitez pas les gens à prendre des risques, parce que, évidemment, si on vous dit, voilà, si vous réussissez, c'est le jackpot, en revanche, si vous vous plantez, vous n'aurez pas de protection. Ouais. Et ce pays a cette double contradiction qui est qu'on pointe du doigt les gens qui réussissent, et en même temps, on n'a pas le droit d'échouer. Quand vous échouez à l'école à 14 ou 15 ans, on vous met dans une filière et on vous dit « rendez-vous dans 40 ans pour la retraite, tu ne sortiras pas de cette filière ». C'est cette idée-là qu'on veut promouvoir pour remettre de la mobilité dans le pays. Et vous donneriez un nom à ce programme? Il est quoi? Social-libéral? Est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a un problème en France avec l'argent, avec la richesse, avec le fait de travailler? Il y a un problème des partis politiques avec le rapport à l'argent, mais un problème que n'ont pas les Français. Vous savez, les Français sont souvent plus en avance sur leur temps que leur classe politique. Ils ont mieux gardé leur sang-froid dans la période des attentats que nous avons connus, et ils sont sans doute plus au fait des réalités. Quand le 15 du mois, vous êtes dans le rouge, je ne crois pas que ce soit un problème de parler d'argent. Ce sont ceux qui en ont, qui n'en parlent pas parce qu'ils considèrent que c'est pas moral, un peu sale, etc., dégradant. Mais les gens qui, le 15 du mois, sont dans le rouge, croyez-moi, parler d'argent, savoir comment on rémunère mieux le travail, comment on fait en sorte que la jeunesse de ce pays n'ait pas des taux de chômage dans les quartiers de 40 voire 50%, savoir comment demain vous faites une assurance chômage universelle pour permettre à des artisans, à des commerçants, à des auto-entrepreneurs de bénéficier d'une protection légitime. Parce ça va être ça, la proposition. Le cœur du sujet, c'est finalement l'école et le travail. Parce que le travail, finalement, c'est dans la continuité de l'école. Et si on ne réussit pas ces deux éléments-là, eh bien, on ne remettra pas le pays sur les rails, on n'entrera pas pleinement dans le 21e siècle, on n'offrira pas aux Français les protections qu'ils attendent dans un monde où vous avez des transformations très violentes dans le monde professionnel, où vous avez des métiers qui vont disparaître et où personne ne fera plus le même métier pendant 30 à 40 ans. Il faut pouvoir assumer ces protections individuelles, ne plus protéger les postes, mais protéger les personnes. Et sans avoir besoin du revenu universel. Sans avoir besoin du revenu universel, qui n'est pas notre conception de la société. Alors, sur le programme, il sera dévoilé en totalité vendredi. Jeudi. Oui, après-demain. Mais il y a déjà des choses que l'on sait. Le programme économique, notamment, qui a été présenté il y a quelques jours. 60 milliards d'économies sur la dépense publique. Il les fait où, ces économies-là? Alors, c'est déjà catégorisé? Oui, il y a 3 postes principalement. 25 milliards d'économies seront réalisées sur l'État et ses opérateurs, des agences parfois nombreuses qui ont été créées ces 20 dernières années. 25 milliards sont réalisés sur l'affaire sanitaire et sociale, 15 milliards sur l'assurance maladie et 10 milliards sur l'assurance chômage, et 10 milliards auprès des collectivités locales, donc le total pour un total de 60 milliards. L'idée étant sans baisser les remboursements, sans diminuer
Les indemnités chômage, remboursement de santé, Non. parlais, non. Sans diminuer évidemment le moindre remboursement, ça il l'a dit dès le départ. Ouais. Vous savez, dans la santé, vous pouvez faire des économies. Sans doute n'a-t-on pas pris pleinement la mesure des possibilités qu'offrait le numérique. Sans doute dans l'organisation des soins. J'écoutais un sujet tout à l'heure, je crois, sur votre antenne qui marquait que quand vous arrivez aux urgences, 60% des gens n'ont rien à y faire. Le coût moyen d'une personne quand vous pénétrez aux urgences, quelle que soit la pathologie qui est la vôtre, c'est 250 €. Donc vous comprenez bien que si on arrive, par exemple, à limiter ce flux en amont, à travailler intelligemment entre l'hôpital et la médecine de ville en décloisonnant, vous allez faire chuter ce coût-là qui est associé aux urgences et permettre aux urgences de faire pleinement leur mission. Donc vous avez par à la fois des mesures structurelles et puis des mesures d'organisation du parcours de soins, des économies qui peuvent être faites sans toucher au remboursement. Et il a même dit qu'il irait à 100% de remboursement sur le dentaire, sur les lunettes et sur les prothèses auditives. Comme Fillon. Alors, Oui, ouais. mais pas de la même manière. Parce que François Fillon, il pense sous contrainte. Ouais. Et puis François Fillon, c'était pas exactement ce qu'il nous C'était pas la expliquait il y a 3 première mois. mouture. Et donc peut-être que le programme changera à nouveau dans 15 jours. On est toujours très attentif. Mais François Fillon, il dit c'est l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires qui prendront. Mais il oublie une dimension, c'est le prix qu'il faut faire baisser. Et c'est sur ce prix qu'il faut jouer pleinement. Ça n'est pas en faisant payer plus l'assurance maladie ou les complémentaires, parce qu'immanquablement, ce sont les Français qui paieront à la fin des fins. Alors, il y a les sujets économiques très, très importants aussi, mais il y a les sujets, je disais, régaliens et les sujets internationaux. Donc là, évidemment, on entre dans une ère, on a Trump, le Brexit, on a toujours le terrorisme et Daesh. Là-dessus, quelle est la vision macronienne de la lutte contre Daesh, c'est un vaste programme, comme dirait l'autre, mais si vous pouvez nous en dire là encore... Écoutez, on a en tout cas à ce stade Marine Le Pen qui sera une présidente si elle est élue sans influence parce qu'elle tourne le dos à l'Europe. Et si vous n'avez pas cette dimension-là dans le positionnement de la France sur la scène internationale, vous n'existez pas. Et on aura un président sous influence puisqu'il ne fait pas de la politique avec Donald Trump ou avec Vladimir Poutine, mais derrière Donald Trump et Vladimir Poutine, avec objectivement des relations dont on peut considérer qu'elles rompent avec la tradition d'indépendance de la politique étrangère française. Emmanuel Macron s'est rendu au Proche-Orient, en Jordanie, au Liban, il y a quelques semaines. Il a dit que la priorité absolue vis-à-vis de l'État islamique, c'était l'éradication de Daesh, qu'il ne fallait pas faire de la sortie de Bachar el-Assad un préalable, mais qu'en revanche, il fallait réinstaller autour de la table l'Union européenne, qui est absente. Les discussions se sont tenues à Astana. Vous avez la Russie, la Turquie et l'Iran. L'Union européenne est absente, ça n'est plus possible. Et que c'est par la voie du multilatéralisme, et notamment sur la question humanitaire et la question des réfugiés, qu'il faut que l'Europe remette un pied. Il est sur la ligne de Jean-Yves Le Drian, la ligne actuelle sur Bachar, la ligne de Le Drian, a priori. Alors, puisque vous avez parlé du Liban et du voyage d'Emmanuel Macron... Vous voulez parler d'Algérie avant, peut-être? Oui, peu importe. Oui, enfin, allez-y. Oui, alors l'Algérie... On n'a pas d'ordre. Parlons de l'Algérie, en effet, puisqu'il y a eu cette phrase qui a été très largement commentée d'Emmanuel Macron, qui a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Est-ce qu'il y avait dans ce propos un calcul électoral, un calcul politicien? Non, parce que je ne sais pas dire si électoralement la chose est payante ou pas. Ce qu'il est important de constater, c'est que manifestement, ce moment de l'histoire de France, le travail de mémoire, le travail d'historiographie n'a pas été fait. Quand on voit les réactions, et il comprend qu'il a pu blesser. C'était un voyage raté ou pas? Est-ce que c'était un voyage raté? Non, ça n'est pas un voyage raté parce que déjà vous nouez des relations importantes avec les membres du gouvernement. Il a évidemment été éclipsé. Tout ce qui a été dit par ailleurs a été éclipsé, mais il a dit des choses intéressantes sur les coopérations à venir, sur les questions d'enseignement, notamment d'enseignement supérieur et de coopération économique avec l'Algérie. Sur le fond de cette histoire, la réconciliation des mémoires est indispensable. Quand vous avez aujourd'hui des gamins dans les quartiers qui n'ont pas connu la période de la colonisation, qui identitairement se construisent en tant qu'individus par rejet de cette période-là, c'est que les cicatrices sont ouvertes, les plaies sont béantes, et qu'il faut, et c'est le rôle d'un président de la République, mettre ces sujets sur la table, parce que manifestement, le terme de crime contre l'humanité est quand même... pendant 40 ans n'a pas permis de régler le problème. On va fêter le 55e anniversaire des accords d'Évian dans quelques jours. Ce problème-là est un sujet qui appartient sans doute à notre génération d'aborder,
parce que nous n'avons pas connu la guerre, parce que nous n'avons pas connu la décolonisation, nous n'avons pas connu cette période-là, et peut-être les historiens qui ont fait ce travail sur des périodes sombres de l'histoire de France, sur des périodes sombres d'autres pays, ont besoin de ce temps-là, de ce travail mémoriel-là, qui doit être La conduit. page n'est pas tournée, c'est ça que vous dites. Mais, Non. Et on pourrait se demander ce que pense Jean Pisani-Ferry, qui s'occupe du programme, qui est un grand économiste, qui était longtemps à France Stratégie, qui avait fait d'ailleurs un rapport sur la France dans 10 ans. Donc Jean Pisani-Ferry, de son nom. Voilà. Est-ce que ça lui a fait plaisir, puisque Je pense qu'il n'y a pas de difficulté. C'est compliqué d'avoir. Ferry. Si, d'avoir quand même un homme dans son équipe. Vous savez, les temps ont changé depuis Jules Ferry. Et en tout cas, moi, j'ai en mémoire, évidemment, ce qu'a pu faire Jules Ferry pour l'école dans ce pays, mais j'ai aussi en mémoire les mots de Clémenceau sur ce qu'a pu être la colonisation dans son discours de 1885. Sur la colonisation, je reconnais volontiers que je suis plus Clémenceau que Ferry. Voilà, c'est ce que... Alors, on parle du à ce que Liban. vous me répondiez. On parle du Liban maintenant avec le voyage de Marine Le Pen qui a refusé de se voiler pour rencontrer le grand moufti du Liban. Ce geste a été présenté par la plupart de ses adversaires comme un coup médiatique, sauf par Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'était jeudi dernier sur France 2. Nous, les Français, nous ne faisons pas imposer des signes religieux. D'autant que, si j'ai bien compris ces explications, cette rencontre avait lieu en dehors du lieu de culte. Et par conséquent, ce monsieur n'avait aucun titre à essayer d'imposer à un Français, quel qu'il soit, un comportement qui ne convient pas. Est-ce qu'à Rome, il ne faut pas faire comme à Rome, comme les Romains? Non. Il faut faire comme les Français à Rome. Oui. Sur quelle ligne êtes-vous par rapport à ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Il a raison? Ou vous pensez qu'en effet, Marine Le Pen a fauté? Écoutez, je ne connais pas les circonstances et vous évoquiez tout à l'heure le fait que le moufti avait donné la règle, qu'elle avait dit qu'elle viendrait, qu'elle ne se voilerait pas et que donc il y a une incompréhension d'une part et d'autre. Franchement, ce n'est pas à moi de déterminer ça. En revanche, le principe pour moi est assez clair, c'est qu'il m'apparaît compliqué de demander à des étrangers de se conformer aux lois de la République, ce qui est parfaitement normal quand ils sont sur le territoire français, et que nous, Français allant à l'étranger, on ne se conforme pas aux us et coutumes ou aux règles d'usage qui sont en vigueur dans le pays. Ce que l'on demande aux étrangers venant en France, la moindre des choses, c'est que nous le respections, nous, quand on se rend chez eux, que ça relève du droit, des usages, des coutumes. Elle est en visite, ça n'est pas... Oui, mais enfin, elle est en territoire étranger. Et de la même manière, je considère que les étrangers se rendant en France doivent respecter les règles et les usages de la République. Ouais. Vous pensez donc qu'elle aurait dû finalement se plier à cette exigence Oui, de la même manière que je pense que les étrangers qui se rendent en France doivent se plier aux règles de la République. La règle est très claire. Et que la réciprocité, par exemple, venues d'Arabie Saoudite ne devraient pas porter le voile dans l'espace public. En tout cas, pas la burqa, ça c'est évident. Alors, on va continuer sur les voyages d'Emmanuel Macron, puisque à chaque fois qu'il va à l'étranger, il nous fait une petite boulette, pardon. Mais quand il est allé vous considérez que parler de l'Algérie, qui est une cicatrice qui n'a pas été refermée depuis 55 ans, est une boulette, je pense que c'est bien au-delà et que c'est le rôle d'un futur président de la République de parler y compris des sujets qui fâchent. La notion de crime contre l'humanité était peut-être à ce moment-là... je veux dire, il l'a modifié en définition juridique. Une définition juridique extrêmement grave. Oui, quel code pénal de 2010 qui a été modifié avec la transposition des statuts de Rome. Si à ce moment-là, on traduit la France devant la Cour pénale internationale. Non, parce que vous avez, ça n'est pas ça la question, mais juridiquement, si vous voulez entrer dans le débat juridique, vous pouvez le faire avec la modification du code pénal 2010. Ça n'est pas le sujet. La question, c'est comment est-ce que vous réconciliez les mémoires. Donc sortons de ce sujet de droit. Il a dit qu'il avait blessé des personnes. Il a dit qu'il avait blessé des personnes. Il l'a reconnu. Oui, d'accord. Mais à force de ne rien dire de ce sujet depuis 50 ans, vous avez des tensions identitaires dans le pays comme jamais. Donc, soit on continue à mettre la poussière sous le tapis et à ne pas en parler, soit on assume d'en parler. On peut en parler, peut-être avec des mots, peut-être un peu moins. En tout cas, ce que je remarque, c'est que personne. Qui ont blessé aussi. C'est que personne d'autre n'en parle. Alors, ce que je voulais vous dire, donc, c'était ce voyage en Grande-Bretagne où il a dit qu'il n'y avait pas de culture française. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il n'a pas lu Rabelais? Est-ce qu'il n'a pas lu Victor Hugo? Est-ce qu'il n'a pas écouté Ravel? Est-ce qu'il n'a pas regardé Delacroix au Louvre? Alors, ça n'est pas à Londres qu'il dit ça, donc c'est erroné. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de culture française, il dit qu'il n'y a pas une seule culture, mais des cultures en France. Alors, il faut être précis. Pour préciser, c'est pas à Londres. Non, la culture française, la première partie, ça n'était pas à Londres. En revanche, à Londres, il a dit, je le cite, l'art français, je ne l'ai jamais vu.
C'est quand même une phrase surprenante. Et en effet, on peut se demander s'il a été au Louvre, au musée Est-ce que d'Orsay, Léonard de Vinci a modifié l'art français? Est-ce que quand François Ier fait venir Léonard de Vinci est un artiste français? Non. Et pourtant, aujourd'hui, il est pleinement accueilli. rentré dans l'esprit de la Renaissance. Est-ce que Chagall, Picasso et tous les autres, Modigliani au XXe siècle, vous citez à dessein des gens qui sont venus de l'étranger, mais il y en a quand même qui ont construit cette culture française. Elle n'est pas figée, cette culture française. Elle est en mouvement. Et donc, quand il n'y en a pas une, ça veut dire qu'il y en aurait une, immuable, figée, et donc ce qu'il adviendrait demain ne construirait pas cette culture française en mouvement? Et c'est laquelle? C'est celle de François Ier? C'est celle de Charlemagne? C'est celle de l'Empire? De quelle culture parle-t-on? C'est cette culture qui est en mouvement, et c'est ce qu'il a voulu dire. C'est à l'opposition, à nouveau, et ça rejoint la ligne de fracture entre les progressistes et les conservateurs. Si vous cherchez à figer les choses dans ce pays, eh bien, vous vous racontez des histoires, vous vous racontez un pays nostalgique qui n'a jamais existé. Ça, c'est le Front National. Pour beaucoup, vous renvoyez le pays dans les années 50 ou 60 dans leur conception de la société française, c'est le programme de François Fillon. Vous êtes dans l'illusion. Cette phrase sur la culture française, elle a été désavouée par François Bayrou lui-même. Le jour où il a annoncé son ralliement ou son alliance, il a dit « Je suis désolé, pour moi, il y a une culture française, elle existe et j'y suis très attaché ». Donc, ce propos est peut-être à minima un peu malheureux ou un peu rapide. Non, je ne crois pas. Emmanuel Macron maîtrise suffisamment la langue française, et je crois que ça, chacun le lui reconnaît, et maîtrise suffisamment la culture française pour ne pas se tromper de mots. Ça ne met pas à l'abri d'une erreur, ça, vous le savez. C'est lui le candidat à l'élection présidentielle, et donc chacun peut avoir son opinion. Vous savez, c'est aussi ça la force du mouvement, c'est que nous ne sommes pas tous d'accord sur tout, et qu'on peut avoir des différences. Lui considère que cette culture française n'est pas figée, qu'elle est en construction, et qu'il n'y a pas une vérité révélée sur la culture française, dont j'aimerais qu'on me dise aujourd'hui ce qu'elle est. Bon, voilà qui est clarifié. Donc, vous voyez, on défend sur RFI et France 24 la culture française. On va finir avec la politique, la politique qui sent pas très bon, les affaires Fillon et Le Pen, qui polluent bien évidemment le débat. Est-ce que vous dites c'est dommage parce que, dans le fond, au détriment du reste et des choses plus importantes, ou c'est une campagne doit vivre de ces feux parfois nauséabonds? Les tribunaux diront le droit, et ça, je ne me prononcerai pas dessus. Moi, je suis toujours... Non, vous parlez de l'ambiance de cette drôle de campagne. Moi, je suis très étonné que des candidats qui prônent la tolérance zéro demandent des trêves judiciaires. Je considère que quand on aspire aux plus hautes fonctions de l'État, la première des choses, c'est de respecter l'indépendance de l'autorité judiciaire, puisque si demain on est président de la République, on en sera le garant. Et j'ai donc un problème avec des candidats qui font siffler la justice, qui accusent des magistrats. La mise en cause ce week-end par Marine Le Pen des fonctionnaires est une faute morale. Elle considère sans doute que l'État pourra demain être privatisé à des fins personnelles. Elle a l'habitude de gérer son parti comme un clan familial, puisque vous avez des Le Pen candidats à l'élection présidentielle depuis 40 ans et sans doute pour les 20 prochaines années. Après le père, la fille, nous aurons sans doute la nièce. Cette conception de l'État, d'un État privatisé à des fins personnelles, n'est pas la nôtre. Et je trouve que ça n'est pas à la hauteur des attentes. Et sur les cabinets noirs, ceux qui diffusent des intox, c'est ce qu'elle... des intox, en tout cas, si on considère que l'Office de lutte anti-fraude de Bruxelles est un cabinet noir... Non, mais c'est ce qu'elle disait sur des fonctionnaires qui... les officines. Les officines. Mais on a rarement vu une campagne présidentielle à ce point chamboulée, bouleversée par l'agenda judiciaire. Est-ce qu'il faut en faire le reproche seulement aux candidats qui sont au cœur de ces affaires, ou est-ce qu'il faut en effet s'interroger sur la pertinence de l'institution judiciaire à entreprendre avec autant de célérité des procédures maintenant, à 2 mois de l'élection? Avec autant de célérité, elle l'a fait dans d'autres cas et ça n'a pas ému. Et je me souviens... Sur l'affaire François Fillon, c'est vrai que ça a été rapide. Ça a été rapide, mais ça a été aussi rapide que sur l'affaire des Sportleaks où l'instruction avait été ouverte en 24 heures. Là, l'instruction n'a pas encore été ouverte, je le rappelle, c'est le parquet national financier s'est saisi. Donc, vous voyez que, à nouveau, ce procès est un mauvais procès et je pense qu'il dévalue aujourd'hui, aux yeux des Français, l'institution judiciaire. Quand on prétend aux plus hautes fonctions de l'État, c'est une faute morale. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Benjamin Griveaux et merci à Pauline Hellman et Audrey Attoni qui nous ont aidés à la préparer, Roselyne. Et Mardi Politique revient mardi prochain. Oui, mardi prochain. À très vite à tous. À bientôt.